Bonsoir David Kayat. Bonsoir. Vous êtes cancérologue, fondateur de l'INCa, l'Institut national du cancer, et vous avez longtemps été chef du service d'oncologie à la Pitié-Salpêtrière. Alors vous publiez ce livre, Arrêtez de vous priver. C'est aux éditions Albin Michel. Voilà un titre qui nous fait du bien à le lire. Vous tordez le cou aux idées reçues puisque vous nous dites arrêtons de courir après la santé, le bien-être à tout prix, le bonheur. C'est mauvais. C'est-à-dire que trop rechercher ça, alors que c'est inaccessible, que ça n'existe pas, c'est effectivement mauvais. On nous fait rêver, fantasmer sur une vie éternelle. La mort n'existerait plus, parce qu'on ne voit plus de mort. On ne voit plus de cortège funéraire dans la rue, on ne voit plus les morts. Enfin, à part les cancérologues, tout ça, c'est quelque chose qui n'est plus dans la banalité qui était le cas avant. On ne voit plus la mort et donc on finit par l'oublier et on veut nous la faire oublier, nous faire croire qu'on va vivre éternellement, qu'on va rester jeune tout le temps, le botox, la chirurgie esthétique, qu'on ne va jamais être malade. Mais c'est faux. On va vieillir, on va être malade et on va mourir. Donc, arrêtons de fantasmer sur ça et regardons la réalité en face. Qui nous sommes, quel est notre avenir et qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce don magnifique qui est la vie. Oui, quand même, en vivant et en étant bien vivant, parce qu'on ne va pas non plus se dire, bon, bah alors, je suis donc un être mortel et donc je lâche la bride, je lâche les vannes et je mange n'importe comment et je fais n'importe quoi de ma vie. Non, c'est surtout pas ça le message du livre. Mais à l'inverse, c'est les deux. Le livre défend un équilibre entre les moments où on se fait plaisir, on peut manger une portion de frites, c'est pas grave, on va pas mourir. Mais à force de nous faire peur, on finit par penser que ce geste qui consiste à manger un steak, à boire un verre de vin, à manger une portion de frites, à aller se mettre au soleil pendant 2-3 heures, ça nous met en danger. C'est pas vrai, parce qu'on confond le danger et le risque. On pourra revenir sur cette différence si vous voulez. Vous faites la différence entre le danger et le risque dans votre livre. Ça n'a rien à voir. On vous dit, manger de la charcuterie, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué ? Mais pas du tout. Alors, c'est quoi la différence ? Écoutez, on va prendre un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Les grands requins blancs, c'est dangereux, ça mange l'homme. Hein. Bon, ils sont où les requins ? Dans la mer. Donc aller dans la mer, c'est dangereux. Effectivement, on peut vous dire, attention, il y a des requins dans l'eau, n'allez pas dans la mer. Mais est-ce que c'est risqué d'aller se baigner ? Mais pas du tout, parce que la probabilité que vous rencontriez un requin, elle est nulle. Ça dépend de la mer. Ça dépend de la mer, ça veut dire que justement, on n'a pas tous les mêmes risques. Un type qui se baigne en Australie, un type qui se baigne à Marseille, il n'a pas les mêmes risques. Et la culpabilité, c'est un peu la double peine aussi. C'est la double peine parce qu'en fait, quand vous finissez par céder à vos pulsions et que vous mangez cette fameuse portion de frites, qu'est-ce qui se passe alors que vous étiez dans l'hyper-contrôle du poids parce qu'on vous a dit que l'embonpoint c'était mauvais pour la santé, qu'il y avait un risque de maladie cardiovasculaire, que ça augmentait 30% le risque de cancer du sein, etc., etc. Finalement, vous cédez, vous mangez cette fameuse portion de frites quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je vaux rien, je suis nul, je ne mérite pas de vivre. Vous commencez à avoir une dégradation de votre image, vous vous culpabilisez et vous rajoutez à ce moment-là cette chose terrible qui est la peur. Vous perdez avec ces dictats votre liberté de santé. On vous l'impose, on vous dit voilà, ne mangez plus de sel, plus de sucre, plus de gras, plus de vin, plus de charcuterie, plus de viande rouge, n'allez plus au soleil. Mais enfin, stop à un moment donné. Alors ce que vous listez d'ailleurs, vous les listez dans votre livre comme les 7 péchés capitaux. Enfin, vous les baptisez les 7 péchés mignons. Oui. Voilà. Bah oui. Des petits plaisirs, mais qui peuvent se retourner contre nous si évidemment si on abuse. On abuse. Alors on les voit là, la sédentarité, l'exposition au soleil, l'alcool, le tabac, la gourmandise, les écrans, le sel. Si on prend la gourmandise, tenez, je crois que vous, par exemple, vous aimez faire bonne chère, vous le dites, vous le revendiquez. Je revendique. Comment vous combattez ce péché mignon ? Très simple. D'abord, je ne me le refuse pas. C'est la première façon de le combattre, c'est de l'accepter comme étant une pulsion, quelque chose qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte du plaisir. Et ensuite, une fois que j'ai fait un bon gueuleton avec des amis, j'ai la chance de connaître beaucoup de chefs, je fais un bon gueuleton, qu'est-ce qui va se passer ? Pendant les 16 heures qui vont suivre, je vais faire une diète hydrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a droit à un excès, mais qu'il faut l'équilibrer, cet excès, dans un temps. Donc je prends 24 heures et sur 24 heures, j'ai finalement mangé le même nombre de calories que si j'avais fait 3 repas tout à fait modérés. C'est la méthode des petits pas. C'est ça, parce qu'on vous dit il faut faire du sport sinon vous allez attraper un infarctus, etc. Mais le sport, vous pouvez me dire quand vous avez 1 heure de transport le matin, 8 heures de boulot, 1 heure le soir pour rentrer, les gamins, etc. Vous allez le faire quand le sport ? Non, en fait on vous a jamais dit le sport. Là encore on vous a trompé. On vous a dit l'activité physique. C'est pas pareil. Le sport il faut courir, il faut lever des haltères. L'activité physique c'est simple. Vous habitez au 4e étage, prenez l'ascenseur au 3e et faites un étage à pied. Et dans 3 mois, arrêtez-le au 2e. Vous allez au boulot en autobus, arrêtez-vous une station avant, marchez. Dans 3 mois, 2 stations avant. Sachez que quand vous êtes au bureau et que vous téléphonez 20-30 fois par jour, téléphonez debout, parce que rester debout, ça fait consommer de l'énergie. Sachez que quand vous nettoyez la salle de bain pendant une demi-heure, vous avez perdu 200 calories.
Voilà, donc on se met tous à faire le grand ménage chez nous. Et c'est vrai, en plein confinement, voilà, c'est possible, de faire. Mais ce que j'essaie de différencier, c'est le sport et l'activité physique. C'est ça. Le sport, c'est contraignant. On n'arrête pas de nous mettre des contraintes. Le sport, c'est contraignant, mais l'activité physique, ça ne l'est pas. Or, c'est l'activité physique qui est préventive de la plupart des maladies. Vous donnez aussi l'exemple de l'alcool. Enfin, vous revenez même sur ce mal de la société. Mais alors, vous le présentez d'une autre manière, puisque vous dites, mais on peut s'en remettre aussi. On peut consommer un peu d'alcool, dites même du vin tous les jours. Pour un spécialiste du cancer, c'est assez inattendu. Pas forcément tous les jours de la semaine, mais ce qui est encore considéré comme une recommandation maximale, mais valable par la Haute Autorité de Santé, c'est 10 verres par semaine, c'est-à-dire grosso modo 1 à 2 verres par jour, pas forcément tous les jours. Mais vous savez, alors je vais vous expliquer. L'idée que... C'est le deuxième facteur de risque de mortalité, non, de alors cancer au monde, l'alcool. Non, pas du tout. C'est le tabac d'abord et avant tout. Oui, après le tabac. Ensuite, on a les maladies infectieuses, on a l'obésité, on a plein de choses. Facteur de risque de cancer. Alors, l'alcool intervient, mais c'est l'abus d'alcool, c'est pas l'alcool. Alors que le tabac, c'est le tabac. Alors, qu'est-ce que c'est l'abus d'alcool ? Pour comprendre cette idée, ça vient d'une immense étude sur 28 millions de personnes suivies pendant 30 ans, financée par l'OMS, qui a démontré, en regardant ce que devenaient les gens qui ne buvaient pas du tout, abstinents 1 verre, 2 verres, 3 verres ou plus, effectivement, dès la consommation tous les jours d'un verre, en moyenne, vous augmentez de 0,5% votre risque de développer une maladie grave. Alors 0,5%, ça veut dire quoi ? C'est ce que je fais à chaque fois, je vous le mets en perspective. Oui, ce que vous faites dans le livre, pour chaque chose. Chaque chapitre. Après, vous faites votre choix. La liberté de santé, c'est ce que je défends. Vous faites vos choix. Mais d'abord, comprenez de quoi il s'agit. Pour comprendre 0,5%, voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez 25 000 volontaires, 25 000. Vous les mettez d'un côté et eux ne boivent pendant 1 an que de l'eau, pas une goutte d'alcool. Vous prenez 25 000 autres volontaires identiques. Vous les mettez d'un autre côté et eux, vous les obligez à boire 400 000 bouteilles de gin. Par an. Pour les 25 000, c'est énorme. Il faut commencer le matin très tôt. On ne peut pas faire votre test. On va tous mourir. Ou plus d'1 500 000 bouteilles de vin. Il faut qu'ils boivent ces 25 000 personnes. Moyennant quoi, au bout d'1 an, si on regarde les maladies entre ces 25 000 qui picolent et les 25 000 qui boivent que de l'eau, il y aura un mort de plus. Bon, vous nous encouragez quand même pas à boire des milliers de bouteilles de gin. Si vous ne buvez pas, ne buvez pas. Mais si vous buvez, il faut modérer votre consommation, ce qui est une moyenne. Ça veut dire qu'un jour, vous pouvez boire 4 verres et pendant 3 jours, vous ne buvez pas. Ce qu'on mélange en vous faisant peur, comme l'histoire des requins, c'est de vous dire attention, boire un verre de vin, c'est de l'alcoolisme. Non, l'alcoolisme, c'est une maladie. Ça concerne 10% de la population. Et ça, il y a des gens qui la soignent, les addictologues, il y a des services spécialisés. Et ça, c'est une vraie maladie. Par contre, est-ce que boire un verre de vin à déjeuner, c'est une maladie? Vous nous déstressez là-dessus. Alors justement, en parlant de se déstresser face à ces petits péchés, vous listez nos alliés du quotidien, vous les appelez nos anges gardiens, Absolument. qui nous aident à nous maintenir en bonne santé. Et c'est le sommeil, la sexualité, le microbiote, les émotions également, comme le rire. Voilà. Alors voilà, c'est difficile en ce moment parce qu'on est tous un petit peu angoissés. D'où le succès des grandes comédies qui sont passées pendant le confinement à la télévision avec Louis de Funès. Non, on a besoin de joie. C'est plus que le bonheur, c'est la joie. On a besoin de joie pour finalement trouver une raison de vivre. Vous avez une et une raison d'être technique, vous, pour vous déstresser? Moi, j'adore. D'abord, j'adore rire, j'adore faire des blagues. Mes copains savent que je raconte beaucoup de blagues. Et puis, c'est l'amitié, c'est mes enfants, c'est tout ça. C'est le rire, pas forcément l'éclat de rire, mais le sourire, c'est déjà important. Et la cohérence cardiaque, vous en parlez dans votre livre. Ça, c'est la méditation. Technique de respiration. Voilà. Et moi qui ai vécu une vie et qui vis toujours une vie extrêmement stressée, le cancer, c'est pas facile tous les jours. Depuis 45 ans, je me détends, j'arrive à sortir cette souffrance qui est en moi, que me communiquent mes malades, avec ces moments de méditation que je fais aussi bien dans ma voiture que dans mon bureau. Ça dure quelques minutes, mais je contrôle ma respiration, je contrôle les battements de mon cœur. Eh bien, tous les détails dans votre livre. Merci, un livre fouillé avec plein de conseils. Voilà, arrêtez de vous priver, c'est aux éditions Albin Michel. Merci, Monsieur Khayat. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.